écoutez bien, tout est clair et personnellement, moi j'ai tout compris. Oui, il y avait les complexes de luxe, les plages qui brillaient sous le soleil, les salles conçues pour des soirées hors du commun, mais tout cela n'était que la surface. Il y avait des suites que nous pourrions appeler secrètes ou très privées, qui n'étaient pas accessibles à tous. Même moi et mon équipe de service, on nous a interdit de nous en approcher pendant des années. Epstein ne m'a permis d'ouvrir ses portes qu'après avoir testé ma loyauté par le silence, et après s'être assuré que j'étais littéralement devenue une partie du mobilier. Je bouge, je vois, mais je ne parle pas. Ces endroits précis sont exactement ce que vous ne trouverez dans aucun dossier publié. Il en effaçait les traces quotidiennement. Pas de papier, pas d'instructions écrites, pas même la moindre preuve numérique, comme si ces suites n'existaient pas officiellement. Et même quand j'ai eu l'honneur d'y entrer pour nettoyer, ce n'était pas permis n'importe quand. Il y avait des horaires précis, des signaux particuliers et une atmosphère sinistre qui précédait notre entrée. Si vous me voyez pâle aujourd'hui, ou si je souffre de troubles psychologiques et que je perds l'appétit pendant des jours, c'est à cause de ce que j'ai vu là-bas. De toutes ces suites, il y avait une pièce qui était la plus terrifiante, celle que nous appelions entre employés la chambre engloutie. Personne ne passe devant cette pièce par hasard et sa porte ne s'ouvre que lorsque quelque chose d'anormal se produit. Des murs d'une épaisseur incompréhensible, un sol mécanique qui bougeait dans un bruit sourd et un système de ventilation totalement différent du reste des suites. Mais le plus terrifiant, c'était ce qu'il y avait sous ce plancher. Il y avait une trappe mécanique qui s'ouvrait directement sur la mer. Et pas n'importe quelle mer. Un point très profond connu pour attirer certains types de poissons prédateurs. On ne pouvait pas l'ignorer. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'on donnait à manger à ces poissons. C'était une évidence pour quiconque voyait ce que nous avons vu. Ce que je peux dire sans me mettre en danger, c'est que nous avons vu des gens entrer dans cette pièce et n'en jamais ressortir. Ces suites ne ressemblaient à rien d'autre sur l'île. Si les complexes extérieurs affichèrent le luxe que les invités connaissaient, les suites privées montraient le vrai visage de l'île. Une mentalité obsédée par le contrôle, pas par le plaisir. Le décor là-bas n'avait rien de beau. C'était froid, calculé, conçu pour vous impacter, pas pour vous plaire. Les murs étaient recouverts d'une épaisse couche de velours isolant. Dès que la porte se refermait derrière vous, les sons disparaissaient totalement. Pas de vent, pas de vagues, juste un silence étouffant, comme si l'endroit était coupé du monde. L'éclairage ne venait pas du plafond, mais de petites fentes dans le sol et les murs. Un éclairage tamisé qui rendait l'endroit sombre d'un côté et exposé de l'autre. Epstein contrôlait tout via un petit panneau de commande près de la porte. Il changeait l'intensité selon ses envies. Parfois, il mettait une lumière rouge faible et parfois une lumière blanche crue, comme dans une salle d'examen, comme si cette lumière était faite pour vous mettre à nu, pas pour éclairer la pièce. Le plus étrange, c'était la présence de minuscules objectifs cachés dans les cadres des tableaux, des peintures classiques de femmes d'époques anciennes. Bien sûr, c'était une bague des caméras et elles filmaient certainement tout. Il est donc possible que dans les jours à venir, des vidéos et des photos fuitent aussi, et pas seulement des documents ou des emails. Les meubles étaient très bas, près du sol, d'une manière qui faisait que ceux qui s'y asseyaient se sentaient tout petits, et ceux qui se tenaient debout au-dessus d'eux se sentaient immenses. Le décor n'y était jamais beau. Il était froid au toucher, comme conçu non pour le confort, mais pour vous rappeler que vous ne possédiez rien dans ce lieu. Le sol était en marbre noir, poli à l'extrême, au point qu'on pouvait s'y mirer avec une clarté terrifiante. On le nettoyait avec des produits qui le rendaient constamment glissant, si bien que même y marcher était désorientant. Ce n'était jamais un hasard. Tout dans ces suites, l'éclairage, le mobilier, les murs, la texture du sol, disait une seule chose. Cet endroit était conçu pour vous déstabiliser, pas pour vous aider à retrouver votre équilibre. Les tendances d'Epstein étaient très étranges. Il ne recherchait ni la beauté, ni la maturité, ni la séduction. Son attention se portait toujours sur des femmes très jeunes, des âges qu'aucun homme de son rang n'aurait dû approcher. Sur l'île, j'ai vu des femmes adultes, des mannequins, des femmes d'une beauté incomparable. Étrangement, il ne leur prêtait aucune attention. Son expression changeait du tout au tout à la vue d'une jeune fille. Et moi, le maître d'hôtel, j'en étais témoin quotidiennement. Il était évident que ce n'était ni un goût personnel, ni une lubie passagère,
mais bien le fondement de sa vie, l'essence même de sa personnalité et le centre de tout ce qui se passait sur l'île. Mais ce qui était plus dangereux encore que ses penchants, c'était son don d'entraîner les autres à son suite. Il possédait un charisme irrésistible, une personnalité sociale très affirmée et un pouvoir de persuasion redoutable. Il s'asseyait avec ses amis influents et commençait à les séduire. Il les convainquait que vivre ce qu'il faisait était la libération ultime et qu'il s'agissait d'expériences uniques qu'ils devaient absolument tenter. Et il semblerait que cela leur ait plu. Ils ont peut-être considéré cela comme une lubie passagère ou une parenthèse dans leur routine, mais pour lui, c'était son seul et unique mode de vie. C'est là que sa véritable intelligence transparaît. Jeffrey ne s'était pas constitué ce puissant réseau d'amis par simple plaisir, il se forgeait une protection. Il savait que s'entourer de ces personnes influentes était sa seule garantie de survie. Ce réseau lui offrait une protection totale et une couverture pour ses activités clandestines. Il savait que tant que les puissants seraient impliqués dans ces activités obscures, la justice n'oserait pas s'approcher de l'île. Il n'était pas seulement intelligent, c'était un génie des mathématiques et de la physique. Imaginez quelqu'un qui, sans même avoir terminé ses études supérieures, avait réussi à infiltrer la prestigieuse Dalton School de New York, un établissement réservé aux enfants de l'aristocratie. Il leur enseigna les mathématiques avec une habileté étonnante. Cela explique comment il a ensuite mené sa vie. Il considérait les êtres humains comme de simples chiffres dans une équation, et l'île était son propre laboratoire. Mais comme vous le savez, cela n'a pas duré. Il a été licencié pour violation de la déontologie professionnelle. Et quand on entend cette expression appliquée à quelqu'un comme Epstein, il n'est pas difficile de comprendre ce qu'il faisait. Il était quotidiennement entouré de jeunes filles, filles de certaines des familles les plus influentes d'Amérique. L'ayant côtoyé de près pendant des années, je peux vous assurer que ses penchants pour les échecs ne sont pas nés sur l'île, mais s'y sont plutôt épanouis. C'est durant cette période que son talent pour ce jeu s'est affiné. Il disait toujours, avec son assurance habituelle, « Les mathématiques ne mentent pas, ce sont les gens qui mentent ». Il voulait dire par là qu'il avait trouvé la formule mathématique qui permettait à tous de le suivre, par désir ou par crainte. À la fin des années 90, quand j'ai commencé à travailler sur l'île, la situation n'était pas aussi chaotique qu'aujourd'hui. Le début fut calme et méthodique. Jeffrey ne demanda pas des armées de filles au départ. Elles arrivaient une à une, individuellement. Le scénario était toujours le même. Vous allez masser un riche homme d'âge mûr sur son île privée et vous serez payé 300 $, voire un peu plus. Imaginez une lycéenne issue d'une famille brisée qui n'a connu que la pauvreté et les difficultés. On lui propose cette somme pour 1 heure de travail dans un paradis tropical. Elle y voyait une bouée de sauvetage, et c'est là que l'effet boule de neige a commencé. Jeffrey n'était pas avare. Il dépensait sans compter pour les avions et les services, mais il était très malin. Il ne voulait pas qu'on profite de lui. Alors il a donné environ 300 $ aux filles. Pour un homme riche, ce n'était rien, mais pour une pauvre fille, c'était suffisant pour lui donner envie de revenir sans cesse, et même d'amener ses amis. De tous ces visages, il y a une fille que je n'oublierai jamais distincte, celle des bénéficiaires, des femmes adultes conscientes de la situation et agissant en toute connaissance de cause. Et celle des vulnérables, les nouvelles arrivantes, qui dépérissaient jour après jour, comme si la vie les quittait lentement. Et Jeffrey observait tout cela avec un détachement glaçant. Il voyait les contradictions. Il assistait aux effondrements de certains, comme s'il observait une expérience et non des êtres de chair et de sang. L'île n'était pas un lieu de villégiature, c'était une immense machine enveloppée de senteurs de parfums coûteux. Mais derrière cette façade se cache une sombre réalité, connue de quelques-uns seulement. En tant que maître d'hôtel de l'île, notre travail ne se limitait pas au nettoyage des chambres ou à la mise en place des tables. Nous gérions l'établissement comme un rouage d'une immense machine. En temps normal, les commandes semblaient être d'une qualité et d'une perfection suspectes. Eau de source spécifique, produits bio de fermes particulières, fruits acheminés par avion comme des joyaux. Mais lors des sorties du soir, tout changeait. Nous avons reçu des enveloppes blanches scellées, envoyées soit par Jeffrey lui-même, soit par Guylaine, qui ne le quittait pas des yeux. Le contenu de ces listes était choquant. Des huiles de massage importées de Paris, commandées en quantités injustifiées, des matelas et accessoires introuvables en magasin, laissant un fini brillant sur la peau,
Je ne comprends toujours pas leur succès. Des garde-robes entières, prêtes pour chaque soirée. Costumes, tenues de cérémonie, chaussures trop petites et dans des pointures inhabituelles, nous les avons repassés, triés, et nous savions exactement à qui ils étaient destinés. Quant aux demandes des invités, c'est un monde à part. Chaque client avait ses propres préférences, et celles-ci déterminaient le déroulement de la nuit. L'un d'eux demandait que les draps soient échangés 3 fois pendant la nuit, toujours de la même couleur. Un autre insistait pour que la chambre soit plongée dans l'obscurité totale, sans même la moindre lueur du climatiseur. Nous avons tout recouvert de rubans adhésifs noirs, étouffant toute lueur d'espoir. Pour tout vous dire, sur cette île, l'argent n'était pas qu'un simple salaire, c'était une arme. Personnellement, je recevais un salaire hors du commun. Cela équivalait à 3 ou 4 fois le salaire d'une femme de ménage dans l'un des hôtels les plus luxueux de New York. Et ce n'était pas tout. Après chaque soirée mondaine ou visite d'une personnalité influente, nous recevions des enveloppes scellées, sans signature ni inscription. À l'intérieur, nous trouvions de l'argent supplémentaire, de quoi payer 1 an de loyer ou éponger les dettes de toute une famille. Rien dit. Quant aux gardes, leur salaire, c'était une autre histoire. La plupart appartenaient aux forces spéciales, étaient d'anciens officiers de l'armée, des hommes qui savaient parfaitement garder un secret. Leur salaire leur permettait d'acheter une maison en banlieue en 1 an seulement. C'est pourquoi ils ont fermé les yeux. S'ils voyaient quelque chose d'étrange, ils faisaient semblant de ne rien voir. S'ils entendirent des cris, ils montèrent le son. L'argent les aveuglait volontairement. Il n'y avait pas que nous, les gardes, les chauffeurs, les cuisiniers et les marins qui assuraient la liaison entre l'île et le continent. Tous étaient grassement payés. Un seul chauffeur gagnait l'équivalent du salaire d'un petit directeur de banque. Les cuisiniers touchaient des salaires astronomiques. Un cuisinier pouvait même travailler dans un hôtel 7 étoiles. Quant aux marins, ils étaient suffisamment bien payés pour s'accrocher à leur emploi comme à une bouée de sauvetage. De plus, nous envoyions des sommes considérables à nos familles. C'est ce qui me fait encore culpabiliser aujourd'hui. Nous ne sommes pas restés silencieux par simple intérêt personnel. Nous avons gardé le silence pour pouvoir envoyer à nos familles de l'argent dont elles n'auraient jamais rêvé. Nous nous disions « Nous ne faisons rien de mal. Nous travaillons et sommes payés, c'est tout. » Et c'était le plus gros mensonge que nous utilisions pour fuir notre conscience. De ce fait, au fil du temps, nous sommes passés du statut d'employé à celui de personnes profondément attachées à l'île. L'importance des revenus rend la démission plus difficile, la prise de parole impossible et le retour à une vie normale quasi impossible. C'est une réalité que les gens peinent à saisir lorsqu'ils entendent parler d'un problème majeur. L'argent n'achète pas seulement des services, il achète le silence et finalement, il étouffe toute conscience. Le choc de juillet 2006 fut le premier véritable séisme à frapper l'île. L'arrestation d'Epstein a instauré un silence sans précédent. Les domestiques, les gardes, les cuisiniers, tous travaillaient à d'arrache-pied. Nous avions peur, mais cette peur fut de courte durée. 2 jours plus tard, un avocat renommé, un homme qui savait transformer les affaires en objets grâce à son talent, arriva, nous réunit calmement et nous dit « Ne vous inquiétez pas, l'affaire relève uniquement de pratiques illégales, rien de plus. » Bien sûr, il nous l'a dit, car une descente et une fouille de l'île étaient là prévues. Immédiatement après, la purge a commencé. Des ordres secs, interdiction de discuter, nettoyer, changer les choses, tout cacher. Il fallait tout remettre à zéro. Malgré toutes les précautions, la police a réussi à accéder à plusieurs caméras cachées dont nous ignorions l'existence, notamment dans les endroits privilégiés par Epstein pour ses rencontres avec ses invités de marque. À ce moment-là, je pensais que tout était fini. J'ai quitté l'île convaincue que son empire s'était effondré. Mais la surprise est survenue quelques jours plus tard. Il est revenu. Oui, il est revenu. Il a payé une amende, est reparti, puis a donné une fête que les invités ont baptisée la fête du retour. Et ce n'était pas une fête comme les autres, c'était la plus grande réception que l'île ait connue depuis sa fondation. Il se promenait parmi eux tel un roi regagnant son trône. Il regarda ses invités et afficha ce sourire qui disait « Vous voyez, je suis plus puissant que vous ne le pensez. » Dès cette nuit-là, tout empira. En 2008, Epstein plaida coupable en Floride de 2 chefs d'accusation de prostitution. Seulement 2 infractions, malgré les rumeurs, les dossiers et la couverture médiatique de l'époque qui laissaient entendre de nombreux autres problèmes.
Mais la surprise ne résidait pas dans le nombre d'accusations, c'était dans la nature de la sanction. Il a été condamné à 18 mois de prison. Cependant, il bénéficiait d'une permission de sortie quotidienne pouvant aller jusqu'à 16 heures, 6 jours par semaine. Il passait donc plus de temps hors de sa cellule qu'à l'intérieur. Il se rend à son bureau, gère ses affaires et mène une vie presque normale. Il ne rentre que le soir pour dormir. Autrefois, nous l'observions de loin et disions « Cet homme est résilient, il ne tombera jamais ». La situation resta inchangée jusqu'en 2019. Le 6 juillet 2019, il fut de nouveau arrêté à l'aéroport de Terrebonne. Cette fois, les circonstances étaient mais tout autres. Une affaire complexe et délicate, placée sous la tutelle directe des autorités fédérales. Dès son arrestation, j'ai senti que quelque chose d'important était en train de changer. Les visages qui animaient ses fêtes, les visages qui autrefois lui souriaient et le traitaient comme s'il était le centre de l'univers, sont désormais des figures qui refusent que leur nom soit associé au sien. Il commença à se sentir non plus protégé, mais plutôt comme un fardeau pour certains cercles. Elle avait autrefois tenté de se rapprocher de lui. Sa demande de mise en liberté sous caution a été refusée et il a été placé dans un établissement de haute sécurité. C'est alors que le premier incident s'est produit. Il a été retrouvé inconscient dans sa cellule et placé dès lors sous étroite surveillance. Cependant, le mystère qui entoure la nuit de sa mort demeure entier. Cette nuit-là, certains systèmes de surveillance ont dysfonctionné. Les 2 gardiens de service ont déclaré qu'ils dormaient. Un silence inhabituel s'est installé dans le couloir. C'était comme si quelque chose l'avait coupé du monde pendant quelques instants. Le rapport officiel disait qu'il l'avait voulu. Mais moi, qui connaissais son tempérament et sa façon de penser depuis plus de 10 ans, je ressentais la même chose. Je n'arrive pas à y croire. Non pas qu'il se soit accroché à la vie pour des raisons émotionnelles, mais parce qu'il détenait des informations extrêmement sensibles. Il disait toujours quelque chose que je n'ai compris que plus tard. Il y a des gens qui ont plus besoin de mon silence que moi. Et je suis convaincue que c'est à ce moment-là que son silence a commencé à lui coûter cher. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la véritable fin restera un mystère. Et vous n'en connaîtrez peut-être jamais tous les détails. Ce que je sais personnellement, personne ne voudrait le dire. Jeffrey n'est plus là, mais sa mort n'a pas mis fin à l'histoire. Avant de partir, il a rédigé un dernier document. Un document contenant 43 noms soigneusement sélectionnés. Des sommes considérables ont été distribuées entre eux afin de garantir que certaines portes restent fermées et que certaines voix restent réduites au silence. Ce qui m'a surpris, c'est que cette liste comprenait aussi des personnes de l'île même, des gardes, des chauffeurs et des domestiques. Chacun d'eux a reçu une somme suffisante pour être réduit au silence à vie. Quant à moi, celle qui l'a accompagné pendant des années, qui connaissait les détails de sa vie mieux que lui-même, mon nom n'y figurait pas. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une confiance aveugle en mon silence ou d'un dernier rappel que mon rôle dans sa vie était terminé. Mais ce dont je suis sûre, c'est que son exclusion n'avait pas pour but de me faire taire. C'est plutôt l'étincelle qui a rouvert toutes les portes qu'ils avaient tenté de fermer. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis le seul à détenir encore toute la vérité.